Bonjour déjà à un certain nombre de personnes que je connais qui sont ici présentes. Et puis également enchantée pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Ça va être l'occasion justement de se découvrir. AOC Conseil, beaucoup d'entre vous, je pense, le connaissent, ce réseau, mais je le dis en deux phrases pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Donc, c'est un réseau qui est dédié à la filière vitivinicole. La fonction, en fait, d'AOC Conseil, c'est d'accompagner les entreprises pour définir la stratégie et pour pouvoir, après, avec vous, mettre en place un plan d'action pour pouvoir accompagner tout cela. Pour ma part, donc je suis Agnès Boeuf, ça fait déjà une dizaine d'années que j'ai rejoint ce réseau AOC Conseil. Donc sur la photo ici en bas où nous sommes justement l'ensemble des consultants réunis, donc je suis la deuxième en partant de la gauche à côté du géant. Je m'occupe plus particulièrement dans ce réseau, on va dire de la partie marketing, communication, où j'accompagne les entreprises sur la construction de leur offre produit, de leur récit, de traduire tout ça dans vos outils de vente et de communication, et puis de travailler aussi sur le ciblage, et puis sur la plus grande efficacité justement pour pouvoir aller toucher la cible définie. Donc j'aime bien cette notion de réellement marketing opérationnel. Ah oui, et puis par ailleurs, moi je m'occupe pas mal également de tout ce qui va être conduite du changement, accompagnement des collectifs également. Mais aujourd'hui, nous allons nous consacrer essentiellement justement sur cette partie marketing. Donc tout d'abord, sur ces webinaires, le premier c'est Karl qui l'a organisé il y a de cela un mois, je crois. Il est disponible sur notre chaîne AOC Conseil YouTube. Les trois thématiques que nous allons aborder dans ce webinaire, ça va être pitcher, argumenter, convaincre. Alors pitcher, je vous rappelle l'idée, ça va être de raconter justement une belle histoire. Argumenter, donner un rôle à chacun de vos vins pour pouvoir après travailler cette efficacité après la belle histoire. Et troisième point, convaincre, ça va être de pouvoir se mettre à la place de l'autre justement pour pouvoir l'embarquer avec vous. Allez, sans plus attendre, on commence, on attaque dans le vif du sujet. Alors, pitcher déjà, ce terme est bien d'origine anglaise, a plusieurs significations. Tout d'abord, donner le ton, poser la voix. Donc là, on retrouve cette notion justement de signature dans cette terminologie. Deuxième expression, c'est lancer et jeter. Donc on sent là l'efficacité du jet. Et troisième point, pitcher, ça veut dire donc raconter, et ce, dans un temps record, raconter une belle histoire. Alors, c'est quoi ce temps record ? Ce temps record, le pitch, ça correspond réellement à 90 secondes, 1 minute et demie en effet, pour convaincre. Ça correspond maximum à 200 mots. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça va être très important. Je vais vous encourager, pas vous encourager, il faut que vous réalisiez en effet ce travail avant tout à l'écrit pour pouvoir sélectionner l'ensemble de vos mots. Quel va être l'objectif et qu'est-ce que vous allez faire avec ce pitch ? Ce pitch, vous allez l'utiliser, que ce soit dans votre prise d'appel téléphonique pour pouvoir essayer justement de convaincre un prospect de vous rencontrer ou de déguster vos vins. Ça va être également une rencontre spontanée sur salon. Et en fait, 90 secondes, c'est le temps qu'on a pour voir si on a envie d'aller plus loin, en effet, dans la conversation, si on a envie d'y accorder plus de temps pour passer dans un temps en fait, d'efficacité commerciale. Alors, du coup, ces 90 secondes, ce qui est important ici, ça ne va pas être de rentrer dans la technique, ça ne va pas être de rentrer dans le descriptif d'un produit froid, ça va être de pouvoir embarquer votre interlocuteur, qu'il comprenne pleinement quelle est votre proposition. Et je prends ici l'exemple parce que je trouve cette image saisissante et que les végétariens ou véganes me pardonnent. Mais l'image est assez claire. L'idée, c'est de ne pas vendre le steak, mais c'est réellement de vendre le dégrésillement du steak. Je vous disais, donc j'allais vous donner ici 4 recommandations principales pour moi pour travailler justement sur le pitch. Première information, prioriser l'information. Ne pensez pas justement, l'accumulation d'informations, ça devient complètement confus et vous perdez complètement votre interlocuteur.
L'accumulation, oui, je disais, oui, cette confusion, attention, parce que, au contraire, hein, plus votre information sera claire, sera précise, et plus vous aurez justement l'attention de votre interlocuteur. Gardez dans votre discours uniquement ce qui va vous permettre de vous différencier et ce qui va vous motiver vos interlocuteurs. Le reste ne doit pas faire partie justement de ce discours d'approche. Deuxième recommandation principale, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais le nombre de cas, de mauvaises pratiques là-dessus, incarnez vos pitchs, incarnez vos présentations. Combien de sites internet, combien de brochures parlent de vous en disant « il », à la troisième personne du pluriel. C'est nous, c'est « on ». Hein, ne mettez pas cette distance en parlant de vous. Parce qu'après, c'est compliqué en plus de pouvoir parler justement de ce qui va intéresser les gens. Ce qui va intéresser les gens, ça va être vos intentions, vos questionnements, vos doutes, vos explorations pour justement déclencher ces interactions et ces sensations. Donc là-dessus, important, incarner votre discours. Troisième point, et pas des moindres, ça c'est le plus gros, supprimer les mots valises. Ça, c'est un grand classique, et je vais dire ça concerne 90% à peu près des entreprises, où vous utilisez les mêmes registres, les mêmes mots, et vous restez un peu coincé dans ce registre-là. Alors, on a des grandes familles comme ça. La première, ça va être tout ce qui va être justement les grandes intentions et les valeurs universelles. Hein, vous avez tous, à un moment dans votre discours, cette notion de passion qui va apparaître, d'excellence, alors que ce n'est pas à vous de le prétendre, c'est à vos prescripteurs, j'ai envie de dire, cette notion de respect. Enfin bref, on a des grandes valeurs qui sont communes et que vous utilisez tous. Hein, quand on fait des nuages de mots sur vos entreprises, sur une même appellation ou sur une région, c'est assez amusant, vous avez exactement les mêmes termes. Attention également, dans ce même registre, aux infos inexactes, c'est-à-dire que le tradition et innovation qu'on va retrouver également, allez, on va dire à 50% dans vos pitchs les uns les autres, vous targuez tous du même contenu, mais en plus, l'innovation réelle dans l'univers du vin, excusez-moi, mais ça concerne peut-être moins de 10% des entreprises. Hein, ce n'est pas l'univers le plus connu justement pour sa réactivité en termes d'innovation. Donc voilà, allez chercher en fait ce qui vous caractérise. Allez chercher des verbes d'action, des mots incisifs et des choses qui vous correspondent réellement. Dans ce même registre, quatrième recommandation et sans doute celle qui va résumer un peu les éléments, c'est trouver votre vache pourpre. Alors, qu'est-ce que la vache pourpre? En fait, vous imaginez un troupeau de vaches blanches et noires, voilà, classique, dans un champ, et si au milieu de ce troupeau, il y a une vache pourpre, eh bien, aussitôt, cette vache pourpre, elle sera remarquée, elle sera clairement remarquable, et tout le monde aura envie de la voir. Alors, la voir ou la posséder, et tout le monde sera prêt à payer pour. Donc, l'objectif, c'est de trouver justement cette identité, cette vache pourpre qui, quelque part, qui sommeille en vous. Alors, donc, oui. Donc, ici, pour pouvoir justement illustrer mon propos, j'ai repris un storytelling lambda que j'ai retrouvé dans une structure quand je suis arrivée. J'ai demandé à la vigneronne de me présenter son exploitation. Et grosso modo, voilà ce qu'elle m'a relaté sur notre premier échange quand je lui ai demandé de me présenter l'ensemble de ses vins et de se présenter. Nous sommes un domaine familial de 60 hectares, basé à 10 minutes de Béziers, dans le sud de la France. Attendez, je bouscule la chose pour pouvoir le lire. J'ai du mal à le lire avec cet élément. 4e génération établie sur le vignoble. Nous avons à cœur de sublimer ce terroir dont nous avons hérité. Nous apportons notre pierre à l'édifice entre tradition et innovation, soucieux de l'environnement que nous laisserons à nos enfants. OK. Quand cette personne a posé ce discours-là, et que je retrouve sur les contenus, sur les accroches des sites internet, de vos brochures, d'un point de vue de l'acheteur, je me dis, voilà, je me mets à la place de l'acheteur, qu'est-ce que j'y gagne quand j'entends ça ou quand je lis ça? Comment je peux me projeter? Comment je peux imaginer la suite? En fait, rien. Je n'ai aucun élément ici qui me permet, moi, en tant qu'acheteur, d'envisager la suite de l'aventure avec vous. Alors, avec cette même personne, quand on a creusé justement les éléments qui faisaient les spécificités, cette personne en plus avait quelque part une appréhension parce qu'à ce jour, n'avait pas de vin justement à son nom, à sa marque, et c'était un début d'histoire sur le conditionnement. Évidemment, c'était la chose qui était à mettre en avant.
Donc, du coup, vous voyez un peu comment on a différencié, comment on a changé ce discours. Donc, c'est un exemple, hein, c'est pour pouvoir illustrer, mais c'est pour que vous saisissiez, en effet, le chemin à parcourir. Donc, ici, je vous pose des éléments. Notre domaine familial historique depuis 1907 est pour autant vierge de distribution, lance enfin sa propre marque. Partant d'une page blanche, nous avons structuré notre gamme autour de vos attentes. On y retrouve les indispensables, les cépages internationaux, comme des cépages rares, promesses de véritables découvertes gustatives. Spécialistes des blancs et rosés, donc 90% de notre production, nos vins sont déjà sélectionnés par les plus grandes marques françaises à l'international. À nous d'écrire un nouveau chapitre avec notre signature. Qui sait, peut-être l'écrirons-nous ensemble. Je me mets du point de vue de l'acheteur. Qu'est-ce que j'y gagne ici quand j'entends ce discours? Tout d'abord, je découvre qu'il y a une nouveauté, qu'il va y avoir quelque part un nouveau domaine qui va s'établir. Ça m'intéresse, moi, tout ce qui est nouveauté. Peut-être même, je pourrais avoir de l'exclusivité sur mon marché, ou en tout cas, au démarrage de l'histoire. Je vais avoir une gamme récente, du coup, qui a été bien pensée et qui remplit de nombreuses unités de besoin par rapport à ce qui a été justement mis en avant. Je vais avoir des classiques qui tournent, qui fonctionnent bien, comme des vins singuliers que je recherche aussi. Je vais avoir des vins dans l'air du temps, puisqu'on est essentiellement sur des blancs et des rosés. Je vais avoir des vins en plus qui ont déjà convaincu, puisqu'ils sont déjà sélectionnés par les plus grandes marques françaises à l'international en tant que vins sourcés. Et puis, je vois qu'il y a aussi une envie de réussir dans ce que les gens me proposent ici. Et puis, clairement, une invitation à venir justement les rejoindre. Il y a de la sympathie qui se dégage de cette approche avec une dynamique. L'idée après, bien sûr, sur ce type de discours, c'est d'apporter après les éléments et les raisons d'y croire et de tisser en fait toute votre offre, tout votre service et votre savoir-être autour de ça. Là, voilà les éléments suite à ce premier échange, les éléments qu'on a pu poser justement sur des idées de déclinaison de plan d'action après derrière. Là, pour illustrer par rapport à ce domaine qu'on vient de qualifier, qu'est-ce que ça peut être? Donc, tout d'abord, au niveau de la gamme, une gamme dans l'air du temps avec 15 vins, uniquement des cépages, des bicépages, tous à des prix identiques pour la promesse justement de la diversité et pour justement une meilleure lisibilité, une déclinaison des degrés de 6 à 17 degrés pour partir justement sur des choses qui répondent pleinement aux attentes, avec des prémix jusqu'à vermouth, une gamme construite autour de la couleur dans des bouteilles blanches pour pouvoir mettre en avant avec du nacre, du doré, du gris, du rose pâle, du rouge clair, du vin noir. Et puis derrière, déclinaison aussi sur la communication colorée avec un site des réseaux, une boutique habillée aux couleurs de vin, où on joue avec ces couleurs, une offre promotionnelle dans le même registre avec une bouteille dotée justement d'un foulard coloré au moment de l'anniversaire de la première année, et puis des accords mets et vins qui vont être déclinés justement sur les camailleux de couleurs aussi pour rester dans le même registre. Donc voilà un exemple ici pour pouvoir illustrer comment, d'éléments bateau, je transforme, je vais chercher les éléments qui me caractérisent vraiment et comment après je tisse mon offre et ce que je suis autour de ça. Donc, vous l'aurez compris sur cette première étape sur le pitch, premier élément, entraînez-vous comme un sportif. Ces fameux 200 mots maximum, préparez-les, écrivez-les. Et là, ce que je vous demande de faire, c'est écrire, raturer, modifier, réécrivez. Chaque mot doit réellement se justifier. Chaque mot doit être important et vous caractériser vraiment. Et l'idée, c'est de l'apprendre. C'est de le raturer une fois que vous le récitez. Vous êtes à l'aise, pas à l'aise. Hop, non, ça ne me caractérise pas vraiment. Non, je ne suis pas à l'aise avec ce mot-là à l'oral. Et vous le racontez dans le noir, dans le bruit. Vous devez le connaître par cœur et être complètement à l'aise et que chaque mot vous représente pleinement pour après être prêt, en fait, pour être à l'écoute de vos interlocuteurs. Quelque part, cette partie-là, vous devez en effet ne plus faire un effort, ne plus se concentrer sur vous pour pouvoir relater tout ça. Vous devez être super à l'aise avec ça pour pouvoir être pleinement centré sur votre interlocuteur. Alors, une fois que vous avez posé ce pitch, passons à la deuxième partie, sur la partie justement argumentée. Vous avez posé une belle histoire, une introduction qui donne envie, qui est alléchante. Maintenant, il va falloir justement positionner vos vins et argumenter dessus pour pouvoir passer à l'action. Alors, tout d'abord, un rappel quand même, parce que souvent, on a des fantasmes un peu sur l'acheteur.
où on imagine avec la cave magnifique qu'il souhaite se constituer. Non, votre acheteur, il est là pour revendre avant tout, hein, et dans le temps le plus court possible. Donc, il n'est pas là du tout pour se faire plaisir. Les questions qu'il se pose, hein, justement, pour pouvoir savoir précisément s'il peut se projeter avec vous, c'est à qui vais-je conseiller ce vin, à quel prix sur mon étagère, est-ce un bon rapport qualité-prix, pour quelle occasion je vais le conseiller, quel usage je vais en faire, où vais-je le placer, sera-t-il bien visible, quel sera mon argument majeur pour pouvoir le revendre. Est-ce que c'est nouveau chez moi? N'y a-t-il pas déjà une concurrence dans mon assortiment? Mais comment je vais l'animer? Est-ce que je vais avoir le soutien du vigneron? Donc l'idée, si vous voulez, c'est déjà se projeter dans tous ces éléments-là et se mettre à sa place. Alors, pour ce faire, en fait, il va falloir que vous pensiez votre gamme comme un jeu en fait, de cartes et que là-dedans, vous choisissez vos atouts selon justement votre interlocuteur que vous avez en face de vous et selon la partie, comment elle se déroule. Votre acheteur, en fait, il compose son assortiment avec des unités de besoin. Les unités de besoin, comment elles fonctionnent? Il se projette sur un type de client, sur un instant de consommation et occasion de consommer et sur un budget. À vous de bien cibler là-dessus votre vin correspondant par rapport à cette attente. Alors, attendez, j'y crois. Oui, non, si, c'est bon. Là-dessus, donc, premier élément, c'est important, vous, justement, que vous connaissiez les atouts que vous avez dans votre gamme. Et donc, là, on va décliner quelques atouts, pour moi, qui paraissent importants à connaître. Tout d'abord, votre bas de palette. Votre bas de palette va soigner, justement, va vous permettre de soigner votre introduction, votre entrée en matière, hein, et on sait bien que les premières secondes, comme la première gorgée, est définitive et importante. Donc, ce bas de palette a une importance primordiale, car c'est votre introduction, mais en plus, ça va être votre assurance par rapport à votre acheteur. C'est-à-dire que votre bas de palette doit permettre un zéro prise de risque. Quelque part, ce vin doit se vendre en effet sans effort, hein, facilement. Et ce vin doit donner envie de découvrir la suite. Il doit aussi introduire le reste de la gamme. La première commande, elle ne se gagne pas grâce justement à un icône ou un cœur de marché. La première commande, elle se gagne grâce justement souvent à un bas de palette. Donc, important, souvent ce qui arrive, c'est qu'il vous arrive de vous dire, bon, par rapport à mon cœur de gamme, attention, mon bas de palette ne soit pas trop bon. J'ai envie de vous dire inversement, si votre bas de palette est très bon, repensez à votre cœur de gamme, comment lui apporter quelque chose pour pouvoir le différencier. Mais important de soigner réellement ce produit. Deuxième, les extrémités sont importantes. Deuxième produit, ce sont les icônes. Les icônes, vous n'allez pas là-dessus objectiver réellement vos ventes là-dessus. Votre icône va vous permettre de rejaillir sur l'ensemble de votre gamme. Vous allez chercher la communication et vous allez chercher le référencement, la visibilité, les prescripteurs sur votre icône. Votre icône, par contre, elle doit porter le reste de la gamme. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un vin qui est complètement détaché en termes de savoir-faire par rapport au reste de votre gamme. C'est votre plus, c'est votre style, c'est justement votre savoir-faire que vous devez apporter ici, qui doit permettre de vendre les autres produits. L'offre harpon. Alors, l'offre harpon, vous voyez, par rapport à la pyramide de gamme, en fait, je l'ai positionnée là, mais elle peut être partout dans la gamme. Qu'est-ce que l'offre harpon? L'offre harpon, en fait, il faut bien regarder l'image, c'est à un moment, elle arrive, elle se met sous la peau et on n'arrive plus à enlever cet harpon. C'est de la même façon, en fait, je vois, moi, acheteur, je découvre cette offre-là, et cette offre-là, je la trouve complètement séduisante. Tout est raccord, tout communique, et elle est bien faite, elle est réellement bankable. Et donc, elle apporte quelque chose de neuf. Donc, cette offre me fait réellement envie. C'est celle-là qui me donne envie de rentrer chez vous. Généralement, cette offre harpon, justement, elle va avoir un univers de marque aussi très riche, qui est interactif, avec lequel vous pouvez jouer justement avec votre interlocuteur et dans lequel il rentre complètement dans le jeu. Une offre harpon, c'est également dans l'univers de marque très visuel, c'est déclinable à l'infini. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez activer la marque, faire des événements, une offre exclusive, des jeux. Et votre packaging, votre présentation doit être complètement raccord justement par rapport à cette promesse. Et votre prix, il doit être ni trop bas, ni trop élevé, il doit être vraiment dans le prix psychologique attendu. Donc, identifiez dans votre offre
hein. Votre offre Harpon va vous permettre de mettre beaucoup plus l'accent dessus, hein, justement dans vos mises en avant sur salon et dans vos activations également sur vos réseaux et autres. C'est amusant, moi j'ai vu sur des salons, un salon complètement se transformer pour un client parce qu'il avait une magnifique offre Harpon qui l'an passé, il avait mis il avait un peu caché où elle était uniquement sur le réseau GD. Il avait décliné l'année suivante sur le réseau Trad. Il l'a mise en avant. Elle était vraiment sur un piédestal. Et bien, son salon s'est transformé dans sa globalité. Pas que pour l'offre Harpon, pour tout le reste. Quatrième atout, eh bien, ce sont les satellites. Les satellites, donc, on sort ici de la pyramide classique qui représente tout votre savoir-faire. Et on bascule ici sur l'humeur de l'année, on va sur une exception justement du millésime, donc une rareté, hein, quelque chose de spontané, sur une expérimentation, vous voulez essayer quelque chose, mais vous ne voulez pas le rentrer justement dans votre pyramide globale, vous voulez, vous tentez sur autre chose. Donc, vous apportez ici un vent nouveau, hein, que vous, comme votre interlocuteur, attend, c'est-à-dire qu'à un moment, il se lasse de vos cuvées quand il y a des cuvées installées qui n'apportent plus quelque chose de neuf. Et donc ça, c'est un merveilleux prétexte, hein, pour pouvoir justement prendre la main et pour pouvoir attirer l'attention de vos clients actifs comme vos clients aussi dormants. Hein, parce que vous venez à ce moment-là dans le registre de proposer un produit nouveau, vous n'êtes pas en train de lui parler de votre vie et de la dynamique du domaine, vous êtes en train de lui proposer un produit nouveau, mais qui va raconter beaucoup de choses aussi de vous et qui va pouvoir demain positionner chez lui. Donc, c'est vraiment, le satellite, c'est le chouchou, hein, des newsletters, des emailing pro et post. Ça vous permet de reprendre contact, d'apporter quelque chose, de proposer quelque chose de neuf et en racontant beaucoup de choses de vous. Ça peut être aussi une belle arme visuelle sur salon parce que dans les satellites, il y a bien sûr des produits, on va dire, variés. Par exemple, vous avez une gamme classique, je ne sais pas, en blanc, rosé, rouge. Tout d'un coup, vous vous lancez sur des effervescents, sur un claret. Vous essayez, vous le mettez pour l'instant en satellite. Ou vous pouvez vous lancer également sur les produits complémentaires, exemple bière, alcool, autres boissons, ou également sur les produits annexes, exemple huile d'olive. Et imaginez bien, vous êtes sur salon, vous avez tous les mêmes quelque part bouteilles, hein, représentant vos trois, on va dire, couleurs plus les bulles. Si vous apportez un élément nouveau, hein, dans justement les produits qui sont présentés, forcément, moi, en tant que importateur-acheteur, je passe, hein, dans les allées, je vais avoir l'œil accroché par quelque chose de neuf qui se passe. Et là, pour le coup, prise de risque, curiosité, ça ouvre tout ce registre, hein, sympathique justement de la polyculture, polyactivité. Alors, quand on connaît bien ses atouts, c'est important, mais il faut aussi bien connaître ses faiblesses. Et pour se défaire aussi de ses fausses croyances. Ici, moi, j'en ai identifié 3 qui me paraissent majeures. Un, la multitude des cuvées. Ça, c'est un très, très grand classique où vous n'osez pas, hein, supprimer une cuvée ou vous la gardez visible pour tout le monde alors qu'elle est réservée spécifiquement pour un marché, pour un client, ou vous avez peur de heurter la famille également en supprimant cette cuvée. Oui, mais la multitude des cuvées, ne pensez pas qu'elle vous apporte plus de ventes. Au contraire, à un moment, quand je n'ai plus justement, quand je ne comprends plus l'itinéraire, hein, le chemin, justement, l'itinéraire de votre gamme, quand les cuvées se cannibalisent, eh bien, quelque part, l'acheteur ne vous fait plus confiance. Parce que si vous manquez de professionnalisme là-dessus, ça peut être sur autre chose, et puis vous le perdez. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'arrive plus à comprendre le cheminement. Deuxième point également, la technique. La technique peut vous intéresser, peut intéresser peut-être certains, hein, de vos acheteurs professionnels, mais très, très, très rarement, elle intéresse réellement votre acheteur final. Or, il est important que votre acheteur professionnel, qu'est-ce qu'il retienne? L'argument qu'il va réutiliser derrière vers votre acheteur final. Rien ne sert de lui donner, hein, justement trop d'arguments pour qu'il se noie là-dedans. Soyez simple là-dessus. Donc, la technique, on la retrouve sur la fiche technique, mais après, peu importe vos argilo-calcaires, vos malolactiques, vos 24 degrés hautes, peu importe en fait. Hein, ce qui est important ici, c'est de réellement donner l'argument majeur qui va faire tilt auprès de votre acheteur et qui va pouvoir réutiliser. De la même façon, hein, le caractère unique de mon vin, quand on demande mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Ah, mais il est unique. Unique, ça veut dire quelque part qu'il n'a aucune place.
Du coup, unique, je ne peux pas envisager à quel moment je vais l'utiliser, le servir, quelles sont ses caractéristiques. Donc, non, pas de caractère unique, ce n'est pas un argument. Alors, par rapport à ces recommandations, ce que je vous invite à faire, l'exercice à faire d'ici les prochains salons qui ont lieu d'ici peu, c'est de vous dire, bon, à partir de ces recommandations, qu'est-ce que je ne dirais plus sur mon stand? 3 phrases bateau que j'utilisais jusqu'à maintenant, que je vais supprimer, que je vais remplacer par autre chose, et 2 arguments qui ne servent à rien également, puisque justement, ils n'intéressent pas mon acheteur, ou en tout cas mon consommateur final. Donc, une fois qu'on a passé justement cette étape de j'argumente et j'identifie justement la place de chacun de mes produits auprès de mon acheteur, l'idée maintenant, ça va être de trouver le point de bascule pour pouvoir justement amener votre interlocuteur à se sentir pleinement impliqué. Et donc, pour ça, il va falloir trouver le message justement que votre interlocuteur a envie d'entendre pour pouvoir passer à ce point de basculement. Tout d'abord, avant justement qu'on regarde plus en détail la façon dont vous allez traiter votre négociation, tout d'abord, recensez les attentes de vos clients. Ça va vous paraître bête, peut-être, mais en fait, trop souvent, on le constate, vous êtes pressé et vous avez très envie de vendre vos bouteilles et vous n'accordez pas suffisamment de temps, justement, pour pouvoir travailler sur ces attentes. Or, si vous ne travaillez pas sur ces attentes, eh bien, vous avez des propositions qui ne vont pas être ciblées, votre prospect client ne va pas pouvoir s'impliquer dans la relation, vous n'allez pas conclure votre vente, et puis potentiellement, vous allez conclure votre vente, mais vous n'allez pas exploiter tout le potentiel de développement. Alors, pour pouvoir justement voir quel moment on arrive à ce moment justement du basculement, je vous ai mis un peu le récap de la façon dont va se passer votre entretien de négo avec vos prospects, vos acheteurs, sous le fameux format Capmore, qu'on représente aussi avec cet entonnoir, parce que c'est un peu cette logique-là, on part du plus large, et puis petit à petit, on resserre justement vers des choses qui vont toucher l'acheteur, pour enfin se retrouver dans la partie la plus fine, où là, votre acheteur, il se laisse glisser. Donc, comment ça se passe, cet entretien? Vous allez commencer à parler des caractéristiques de votre entreprise, justement, des éléments clés, descriptifs. Vous allez pointer à partir de là les avantages qu'il peut avoir à travailler avec vous, mais ça c'est du point de vue toujours du producteur, vous voyez ces avantages-là. Vous allez apporter des preuves là-dessus qui vont apporter justement la crédibilité. Et là, c'est un moment majeur dans votre échange, il va falloir que vous travailliez à ce moment-là sur les motivations de votre acheteur. Et donc là, quelque part, vous ne restez plus à votre place, vous basculez justement à la place de l'acheteur. Vous vous mettez réellement dans sa peau, vous endossez son costume. Bien sûr, après, pour pouvoir aller jusqu'à la fin de l'entretien, que ça se passe bien, vous préparez vos objections et les réponses aux objections pour ne pas se laisser surprendre. Alors, creusons un peu plus loin, justement, ces fameuses motivations de votre acheteur. Se mettre à la place de votre acheteur, c'est donc s'approprier ses motivations. Je liste, voilà, ici, quelques motivations pour pouvoir illustrer ce que je voulais dire. Motivation, ça va être, par exemple, ce que je ne trouve pas ailleurs. Ce qui se vend tout seul. Ce qui fait mouche. Ce qui va surprendre. Je veux du jamais vu. Ce qu'on viendra chercher justement chez moi. Ce qui ne sera pas distribué chez le voisin. Ce que j'aurais pu dénicher. Ce qui me rassure. Ce qui me permet de faire une bonne affaire. À ce qui me permet de marger. Voilà. Donc là, l'idée, c'est je me mets réellement à sa place et je vais identifier chez moi justement tous les arguments que je pourrais mettre en face. Alors, pour pouvoir travailler justement ces motivations de façon exhaustive, je vous propose une méthode là-dessus. C'est la fameuse méthode Soncase, où on va retrouver justement, en fait, chaque première lettre représente justement une des motivations ici listées. Ce sont les 7 motivations d'achat qu'on a regroupées dans cette typologie. Et grosso modo, on est tous constitués, plus ou moins, justement, d'une part de ces motivations. On les regarde rapidement, les 7, je les ai illustrés par quelques registres, c'est non exhaustif. Et après, à vous, c'est sur chacune des thématiques,
de voir qu'est-ce que vous pourriez mettre derrière, et puis de voir également est-ce que vous voyez autre chose à mettre derrière ces mots-là. Alors tout d'abord, je peux être par exemple sensible, moi en tant qu'acheteur, à la sécurité. Alors ça veut dire quoi? Je fais attention à la régularité. Régularité de l'offre produit, mais régularité également dans la relation. Je suis sensible justement aux entreprises qui sont pérennes. J'aime les success stories. Pour moi, il faut établir la confiance et pour ça aussi, il y a vraiment des preuves de la confiance. J'ai besoin justement d'avoir des garanties. Les garanties, ça peut être tous les labels, tout le mode de fonctionnement et tous les documents que je peux fournir à mon client. Si je suis sensible à l'orgueil, je vais tout d'abord, et on est nombreux quand même à être concernés par ça, tout d'abord, j'aime avoir un traitement de faveur. Le traitement de faveur, ça peut être dans l'offre produit, ça peut être dans les conditions justement de travail, comme ça peut être également dans notre relation de travail et que ce soit dans la relation opérationnelle de tous les jours ou le jour où je viens chez vous, d'avoir cette sensibilité-là. Quand je suis sensible également sur ce registre de l'orgueil, j'adore dénicher une perle rare, donc je suis très fière. Si je suis sensible à la nouveauté, j'apprécie particulièrement être le premier distributeur à vendre justement un vin, à référencer un vin sur mon pays, sur ma région. Et puis j'aime aussi trouver à ce moment-là les moutons à 5 pattes, les produits qui justement sortent complètement du lot. Depuis qu'on fait de très bons vins globalement un peu partout, la notion du confort est devenue la première motivation chez nos acheteurs. Et là, le registre, il est long. J'apprécie particulièrement avoir un interlocuteur dédié justement pour le commerce. J'aime avoir un accompagnement à la revente. Je suis très sensible à la réactivité des équipes, à la fiabilité des informations comme du service, à l'adaptabilité que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir justement répondre aux contraintes que je rencontre. Donc ça, c'est un point très fort. Si je suis sensible à l'argent, ce n'est pas uniquement la marge que je vais réaliser. En effet, il y a la rentabilité, mais il va y avoir aussi cette notion de réaliser une bonne affaire ou d'avoir une opportunité à un moment commercial ou de mode de fonctionnement avec vous, ou de pouvoir avoir des soutiens au lancement, ou des régions qui ont cette reconnaissance de over-deliver, elle donne beaucoup pour la qualité des vins qu'on a. Si je suis sensible à la sympathie, et Dieu sait si dans l'univers du vin elle compte, je suis sensible notamment à la relation quotidienne de travail, je suis sensible à l'accueil sur place, je suis sensible au partage de valeurs et j'ai tendance même à m'identifier quelque part aux vignerons avec qui je travaille. Et donc, je suis sensible à tout ce qu'il va développer, à sa curiosité, à sa prise de risque, à sa façon de piloter son entreprise, à ses valeurs humaines. Derrière, si je suis sensible à l'environnement, ici l'environnement, voilà une valeur qui se développe, où on va retrouver ici tout un tas de registres. Ça peut être le circuit court, ça peut être l'éthique, ça peut être en effet la RSE, le bio, les valeurs d'entreprise, le bon, le sain, le sang et autres. Alors, là, je vous ai donné donc on a balayé les trois étapes qui me paraissaient importantes, pitcher, argumenter, convaincre. Mais vous allez me dire concrètement, OK, comment ça se passe et comment j'applique tout ça. Tout d'abord, avant le salon, préparer. Ça me paraît, je crois avoir passé le message aujourd'hui. C'est quoi les 3 éléments principaux? Votre pitch, les fameux 200 mots maxi. 200 mots jusqu'à la présentation de votre gamme, parce que tout à l'heure, celui que je vous ai marqué, il faisait uniquement 80 mots. Donc là, le principe, c'est 200 mots jusqu'à avoir compris qu'est-ce que vous allez me proposer dans votre gamme. Deuxième registre à préparer, vos atouts dans votre gamme. Tout à l'heure, rappelez-vous, le bas de palette, mon icône, mon offre harpon, mes satellites, d'avoir vraiment la vision de sa gamme dans son entièreté avec ses atouts. Troisièmement, les motivations de votre interlocuteur, selon la méthode Soncase qu'on vient de voir. Donc, préparez énormément ça. Après, communiquez en amont des salons. Annoncez vos intentions commerciales. Justement, à un moment où vous cherchez des nouveaux partenaires, sachez le dire. Communiquez vos différences et dites-le. À un moment où vous êtes présent partout à l'export, vous n'êtes pas présent en France, c'est une opportunité indéniable. Vous avez une magnifique distribution à l'export, vous allez construire celle de France, soit superbe. Donc, dites-le. Mettez-vous à la place de votre client, de vos prospects aussi, et parlez de ses motivations. Donc là, ici, l'idée, vous communiquez directement via vos emailing de prospection e-clients
et via les appels téléphoniques. Vous en avez, enfin, vous pouvez le retrouver ça dans le webinaire de Karl, hein, toute cette recommandation sur comment je structure tout ça. Et puis indirectement également via les posts LinkedIn, les réels Instagram, pour pouvoir en effet donner aussi envie de venir vous rencontrer en dehors directement des emails que vous envoyez. Pendant le salon, soyez disponible et vivant. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'être en même temps, de maximiser en effet les interactions sur votre stand pour qu'il y ait de la vie sur votre stand et en même temps d'être à l'écoute à toute rencontre. Mais par contre, la vie attire la vie. Et sincèrement, voilà, un stand vide où vous scrollez sur votre téléphone ne donne aucunement envie de rentrer en contact avec vous. Et on se dit d'ailleurs, ça ne vaut même pas le coup. Donc voilà, les rendez-vous, allez les chercher. Voilà, maximisez le nombre de rendez-vous. Arrivez avec 15 rendez-vous sur vos salons minima, quoi. Et allez chercher également vos collègues et autres. Soyez voilà, à l'affût une fois que vous êtes justement dans cette dynamique de vie. Recrutez hors stand aussi dans les allées. Deuxième point, surprenez visuellement. Grosso modo, je vous disais tout à l'heure, on est dans un salon, on voit voilà, quelque part les mêmes bouteilles représentées à droite à gauche. Donc, là-dessus, je dis, pratiquez le stretch. Le stretch, c'est je vais justement déformer ce que je vois visuellement habituellement. Donc, pour ça, jouez sur cette logique de présentation différente. Donc, changez la taille de vos bouteilles, mettez en place des Jéroboam dans votre mise en avant, augmentez le nombre. Ici, vous voyez ce présentoir, dommage, l'étiquette n'a rien d'accrocheur du tout, mais l'effet de masse, travaillez sur cet effet de masse qui peut être très sympa en plus sur des habillages qui ont belle allure. Mettez du mouvement avec un plateau tournant pour pouvoir avoir un zoom spécifique sur une cuvée. Mettez en scène vos cuvées sur un piédestal, mettez des jeux de lumière sur du premium. Et puis, portez vos messages également. Vous avez votre habillement qui peut jouer également dans le salon et qui est trop peu utilisé. Il y a homme sandwich et homme sandwich. Il y a différentes façons de le pratiquer. Après le salon, les choses ne sont pas finies. Alors, Karl vous a parlé du suivi, mais au-delà de ça aussi, ancrez-vous dans l'esprit de votre acheteur. Il faut qu'il revive quelque part le temps fort qu'il a vécu avec vous sur le salon. Il a été noyé après de rendez-vous, il faut le lui rappeler, à un moment, cette interaction qu'il y a eu entre vous. Donc, je ne sais pas, il y a eu un point commun que vous avez identifié ensemble, une anecdote qui s'est passée. Voilà, remettez-lui ça en mémoire. Rappelez-lui également vos avantages et ses motivations que vous avez identifiées à travailler avec vous pendant le salon. Et après, ne le lâchez plus. C'est vrai que, voilà, fixer la prochaine étape, bien souvent, il arrive voilà, qu'on ne soit pas toujours à l'aise. On n'est pas en train de faire du passe-temps. On est tous dans une relation gagnant-gagnant. Donc, on doit savoir précisément quelle est la prochaine étape de notre échange. Alors, avant de terminer, j'ai un petit bonus culture générale. Là, l'idée, c'était de comprendre comment fonctionne justement la communication et l'interaction entre deux personnes. Je trouve que ce n'est pas inintéressant pour pouvoir être justement sensible à la suite de l'info. Tout d'abord, premier message, soyez simple et économe en parole parce qu'entre ce que vous voulez dire à votre client et ce que votre interlocuteur va répéter, grosso modo, on va perdre 90% de l'information. Parce qu'il y a ce que je veux dire, ce que je dis, ce que mon interlocuteur entend, comprend, retient et répète. Donc, plus vous serez simple et économe en parole et plus vous serez précis et moins il aura justement cette impression de perte et plus il sera à l'aise avec vous. Donc, préparez pour cela. Deuxième point encore plus important, là aujourd'hui, regardez pour l'instant sur votre gauche, l'iceberg. Aujourd'hui, nous avons travaillé principalement sur le premier cadre rouge et orange sur la partie verbale. La partie verbale, grosso modo, en termes d'impact, ça va à jouer que sur 7% de l'impact global que je vais avoir demain sur mon acheteur. Tandis que le paraverbal, où on va parler donc du débit, du rythme, de l'articulation, de l'intonation, des silences qu'on peut installer, va compter pour 38%. Et le non-verbal, qui va être tout l'environnement et aussi votre façon d'être, va compter pour 55%. Alors, pourquoi on a passé autant de temps sur le verbal? Parce que sur le verbal, en fait, vous avez une très grande maîtrise. Alors que sur le paraverbal, vous avez une maîtrise moyenne et sur, on va dire, le non-verbal, votre maîtrise est beaucoup plus faible. Donc, il est important
que vous soyez très à l'aise justement sur votre verbal pour pouvoir lâcher votre esprit là-dessus, pour pouvoir être beaucoup plus sensible justement à la façon dont vous allez vous adresser à votre interlocuteur. Cette notion de débit, rythme, articulation, intonation. Et encore plus important, justement sur le non-verbal. Vous n'allez pas maîtriser dans le salon, en effet, le bruit, les courants d'air, tout un tas d'éléments. Mais par contre, vous allez maîtriser la poignée de main, le sourire, l'installation de votre client sur votre stand, le fait qu'il soit confortable, qu'on se soit défini, je ne sais pas, le temps qu'on va passer ensemble, qu'il y ait un cadre qui soit posé, qui puisse être à l'aise, bien installé, qui puisse être pleinement à l'écoute. Donc, grande sensibilité à tous ces éléments-là. Mais pour ça, travaillez votre verbal pour pouvoir être beaucoup plus sensible pour la suite. Donc, nous arrivons ici en fin de notre webinaire. Ça va être le moment où vous allez pouvoir justement me poser des questions, réagir. Je vais être à votre écoute. Moi, j'ai une petite question avant justement à vous poser. Quand je vous croise justement dans les semaines à venir sur un salon, là, sur Millésime Bio et Wine Paris, qu'est-ce que j'entendrai de différent dans votre discours? Donc, je suis à votre écoute pour pouvoir en parler là, ou pour pouvoir plutôt en parler après, mais je suis aussi disponible sur Millésime Bio et sur Wine Paris. Même sur Wine Paris, je vous ai indiqué ici les coordonnées justement du stand House et Conseil. Je serai présente là-bas sur les 3 jours. L'idée, je suis disponible pour échanger, pour vous faire justement un retour en direct sur le discours et ce que vous avez pu échanger et modifier. Eh bien, je vais vous souhaiter du coup une bonne soirée à tous et pour pouvoir aller réfléchir à ces recommandations. Et je vous retrouve très prochainement sur les salons et sur vos propriétés et à se rencontrer. Merci à tous. Bonne soirée.